Ici Raymond Saint-Pierre, bienvenue à Zone Doc. Les Montréalais l'appellent la Maine depuis toujours. La Maine, c'est le boulevard Saint-Laurent. Si vous voulez comprendre Montréal, connaître son passé, il faut parcourir l'histoire de cette avenue qui a servi de frontière entre les deux Montréal, francophone et anglophone. Ce qui est moins connu, c'est que la Maine a aussi servi de terre d'accueil pour des communautés d'immigrants qui cherchaient un refuge, un endroit pour se refaire une vie. Il y a eu les Juifs qui fuyaient l'oppression des tsars russes au début du 20e siècle. Il y a eu les Chinois qu'on importait par milliers pour construire le chemin de fer transcanadien, mais qu'on traitait comme des citoyens de seconde zone. Et il y a eu les Italiens, on en a incarcéré plusieurs pendant la Deuxième Guerre mondiale, les soupçonnant de collaboration avec l'ennemi. Mais le documentaire de Paul Carvalho que nous vous présentons est d'abord une belle lettre d'amour adressée à la Maine. Voici donc la Maine et les autres. Montréal, habillé de neige, réchauffe pourtant le cœur des immigrants. Ils s'échappent de la pauvreté et de la guerre dans les bras de la ville. C'est le commencement d'un avenir prometteur, le long du boulevard Saint-Laurent. Pendant 200 ans, tous ceux qui arrivent à Montréal passent par le boulevard Saint-Laurent pour entrer dans la ville, s'y installer, s'y adapter. Et dans cet espace se déroule le futur de Montréal. C'est le seul espace de la ville et probablement dans tout le Québec où les étrangers, les nouveaux citoyens, les nouveaux arrivants sont nombreux et sont le plus grand nombre, sont la population dominante. C'est là que les Québécois francophones, les Canadiens français catholiques, découvrent le monde à l'extérieur de leur univers à eux. La Maine représente une vie en dehors des normes paroissiales, sociales. Le red light, les désirs, les cabarets illuminent la rue. Mais au-delà des nuits de la Maine, c'est le flot des immigrants qui va nourrir le boulevard. Aujourd'hui, le portugais et plusieurs autres langues colorent la Maine et les ondes de Radio Centre-Ville. Lors des premiers jours, les Chinois, les Juifs et les Italiens font vibrer le boulevard. Tout passe par le boulevard Saint-Laurent parce que c'est un espace qui est en mouvement constant. La transformation, la modification de la société, tout est là. La place de la Maine dans l'histoire est très particulière parce que c'est le premier chemin qui part du Vieux-Montréal à l'intérieur des murs à l'époque vers le cœur de l'île. À l'époque du régime français, des fortifications entourent Montréal pour la protéger de l'armée britannique. Une seule porte pointe vers la campagne au nord de l'île. C'est la grande porte Saint-Laurent, anciennement située ici, entre l'édifice du journal La Presse et le palais de justice. Le boulevard Saint-Laurent, il forme un espace de transit vers l'intérieur des terres, vers ce qui va devenir Montréal, le Grand Montréal. Et ça occupe une place mythique pour cette raison-là. C'est comme, pour un arbre, un tronc. Alors, suis-moi. Puis, t'as combien de kilomètres ici? Il y a 4 kilomètres de documents d'archives et 1 million de photographies. À l'aube du 19e siècle, Montréal n'est plus menacée. Les fortifications sont détruites. La ville grandit rapidement autour du faubourg Saint-Laurent et de sa rue principale, connue en anglais sous le nom de Main Street. Le fameux plan de 1801 de Louis Charland. Alors, tu vois, moi, ce qui me fascine le plus, c'est toute l'information que l'on retrouve tout autour de ce document-là. Alors, c'est pas juste le visuel des bâtiments, la vue aérienne aussi de l'organisation de la rue. On voit une série de façades, comme si on se trouvait sur le boulevard Saint-Laurent. C'est presque photographique. Mais qui aurait pu imaginer en 1801
que non seulement le boulevard Saint-Laurent serait totalement urbanisé, mais que l'espace entre le fleuve et le milieu de l'île deviendrait une ville de plus d'1 million de personnes. Mais tous les éléments qui nous mènent à une grande ville sont en train d'être mis en place. Saint-Laurent, c'est un peu la rue la plus cosmopolite de Montréal. Quand on marche du nord vers le sud, on peut rencontrer du monde de toutes les origines. C'est comme traverser plusieurs continents en marchant quelques kilomètres. Je m'appelle RP, je suis un muraliste montréalais qui est ici pour réaliser le mural sur la thématique de la Maine. Mon but, c'est de rendre hommage aux gens qui sont sur le mural. Il y a quelque chose à apprendre du passé, à quel point les humains peuvent s'adapter et à quel point les humains peuvent surmonter à peu près n'importe quoi. Des milliers d'immigrants arrivent en train ou par le fleuve. Ils débarquent souvent sur le quai de la compagnie Allen. Notre date de naissance de notre communauté juive, c'est 1905. Il est venu à peu près 8000 Juifs juste cette année-là. Ils n'ont pas d'emploi en arrivant, ils ne parlent pas la langue, ils n'ont pas de capital, ils croupissent. Et ils font face à un dilemme. Où s'installer dans une ville divisée entre deux communautés, de solitude. Vers l'ouest, le Golden Square Mile, le monde anglo-protestant. Et vers l'est, les immenses quartiers canadiens-français avec les paroisses, les milieux très organisés. Et le boulevard Saint-Laurent, c'est un monde à soi qui ne participe pas aux deux autres. C'est un lieu de passage. Toute la vie juive est concentrée autour du boulevard Saint-Laurent. Les usines, l'usine Cooper, remplies de centaines d'ouvriers. On la voit aujourd'hui sur une dizaine d'étages. Une fois sortis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils traversaient la rue pour aller au bain Schubert, pour avoir des avantages qu'ils n'ont pas dans leur maison, de l'eau courante, de l'eau chaude. Des avantages obtenus grâce au politicien juif Joseph Schubert, qui fait construire ce bain et propose d'autres mesures sociales pour améliorer la condition des travailleurs. La Maine devient presque un shtetl, une bourgade d'Europe de l'Est. On pouvait facilement à pied avoir accès et à la culture, et à la politique, et à l'aide médicale. Ils se sentaient à l'aise ici, je pense très important. Ils ne se sentaient pas harcelés ni persécutés, alors les gens pouvaient comme faire un grand respire et puis vivre. En 1905, des révolutionnaires russes se battent pour un changement démocratique. Mais le tsar Nicolas II finit par le refuser. Il déclenche la répression. Persécutés, plus d'1 million de Juifs russes émigrent en Amérique du Nord. Ils emportent dans leur bagage leurs idées sociales et leur langue dérivée de l'allemand, le yiddish. 25 ans après l'arrivée des premiers immigrants, 60 000 Juifs sont installés sur la Maine. Après le français et l'anglais, le yiddish est la 3e langue de Montréal. Elle apparaît sur des bâtiments, aujourd'hui remplacés par un petit parc. Alors c'est ça, alors là ça dit spécialer niedriger Kurs von Dollar, ça veut dire un échange pour le dollar assez bas, spécial. Service, beste und schnellste, le meilleur et le plus vite. Schiffskarten, ça veut dire les billets pour le bateau. 2 ans seulement après leur arrivée en 1905, les Juifs impriment leur propre journal. Les Juifs sont des lettrés, tous. La clé pour les Juifs, c'est très simple, c'est l'éducation. Ils ont accès aux écoles protestantes, mais leur culture n'y est pas enseignée. Ils doivent donc créer des écoles privées comme celle-ci, sur la Maine. On leur apprenait le yiddish, les valeurs du judaïsme, l'expérience que les Juifs russes avaient connue en Europe. À partir des années 20 et jusqu'aux années 50, la plupart des jeunes Juifs de la Maine se retrouvent à l'école secondaire publique Baron Byng.
Provenant de familles modestes, plusieurs deviendront néanmoins des citoyens remarquables. 2 grands poètes, un juge de la Cour suprême, un prix Nobel, et l'un des plus célèbres écrivains du Canada, Mordecai Richler. On reprochera à Richler et à plusieurs de ses collègues de classe de ne pas avoir appris le français. On a appris le français très mal. Une école comme celle-ci, tout opérait en anglais. Une loi provinciale obligeait les Juifs à étudier dans des écoles protestantes. L'école catholique était juste pour les catholiques. Alors, le réseau protestant était pour les protestants et autres. Les Juifs faisant partie des autres. Et comme il y avait peu de protestants dans ce quartier, les protestants étaient les Juifs. Pour Sam Boulkind, les langues ne sont pas un obstacle. Ce pharmacien juif établi sur la Maine offre des services en français et dans une dizaine d'autres langues. Il deviendra le premier président juif du Collège des pharmaciens du Québec. Il y a des juifs religieux et des laïcs qui ignorent la synagogue. Il y a aussi des hommes d'affaires comme Sam Steinberg qui fondent le premier supermarché du Québec sur la Maine et des syndicalistes qui contestent le pouvoir du capital. En 1937, de jeunes ouvrières canadiennes-françaises, travailleuses de la confection, manifestent contre leur patron juif, avec l'aide d'un syndicat juif. Des Juifs demandant à d'autres Juifs de respecter, d'accueillir et de protéger des travailleurs qui sont des Canadiennes françaises, qui sont démunis, pas organisés et facilement exploitables. Il va y avoir une lutte à finir, il va y avoir des combats très forts pour la justice sociale. C'est une grève marquante pour le mouvement syndical. 5000 midinettes crient victoire. Elles obtiennent une reconnaissance de leur syndicat et une semaine de travail de 44 heures. Le jour des travailleurs, le 1er mai, est célébré sur la Maine pour la première fois en 1906 par des ouvriers en majorité juifs. Alors, les Juifs vont introduire dans la société québécoise des idées nouvelles, des idées sur les syndicats, sur la lutte des classes, sur la dignité humaine, sur le droit des femmes à avoir une vie décente. Et ils ont cette vision que c'est l'éducation qui produit la mobilité sociale. De toutes les communautés qui s'installent sur le boulevard Saint-Laurent, c'est les Chinois qui subissent le plus le racisme, l'ostracisme et l'hostilité des Canadiens. Le village chinois, pour moi, c'est un lieu de repos, de repris. C'est un lieu où je peux être moi-même. Peu n'importe notre langue, notre origine géographique, le quartier chinois est très important comme un lieu de rassemblement. Cette fête est surtout célébrée par les descendants des premiers immigrants chinois qui s'établissent sur la Maine il y a plus d'un siècle. Derrière les tambours et les dragons se cache une histoire de souffrance et de persévérance. Au 19e siècle, au sud de la province de Guangdong, les paysans sont trop nombreux. Il n'y a pas assez de terres cultivables pour se nourrir. La révolte gronde. Des millions de paysans perdent la vie. Plus de 15 000 Chinois de cette région sont recrutés par le Canada pour construire le chemin de fer transcontinental. Ils forment les 3/4 de la main-d'œuvre. La mort rôde autour des camps des montagnes rocheuses. La dynamite fera des milliers de victimes. Malgré l'importance de leur travail, un mouvement anti-chinois prend de l'ampleur au pays. Le premier ministre Sir John A. Macdonald doit expliquer que leur présence est indispensable, pour l'instant. Nous pouvons utiliser la main-d'œuvre chinoise sans introduire avec cette race étrangère et décidément inférieure, un élément funeste dans le pays. Il nous faut des Chinois où nous n'aurons point le chemin de fer. Lorsque le chemin de fer traversera le continent, alors il serait temps de prendre certaines mesures pour qu'une immigration chinoise ne puisse s'établir permanemment dans le pays.
Ayant terminé le chemin de fer, les Chinois se font imposer une taxe d'entrée au Canada de 50 $. My grandfather first came to Canada in 1909. At that time, the head tax was raised up to $500 per person. The thinking was only the able-bodied men would be able to come over here and survive the rigors of Canada and the discrimination and the lack of opportunity. Quelques centaines de Chinois arrivent à Montréal, fuyant le racisme dans l'Ouest canadien. Ils s'installent sur la Main, angle de la Gauchetière. Ils achètent des logements aux Juifs qui déménagent au nord du boulevard. C'est mon grand-père et l'ancien grand-père aussi. En Chine, leur arrière-grand-père envoie son fils Li Fat-sing à Montréal. Les cousins Georges et Gilbert Li sont les héritiers de la manufacture de leur grand-père. L'usine occupe un des bâtiments les plus anciens de Montréal. Au début, c'est très dur. Ils ont travaillé toute la journée pour faire les nuits, puis ils font les livraisons durant le soir. J'ai vu les heures que mon père travaillait, toujours fier de son travail. Il veut continuer tout ça. En tant que commerçant, le grand-père de Gilbert Li n'est pas obligé de payer la taxe d'entrée. Il a de la chance. Quand Li Fat-sing choisit une épouse en Chine, rien ne l'empêche alors de la faire venir au Canada. Mais le quartier chinois reste une communauté d'hommes pour qui la famille est un rêve inaccessible. Au cœur du quartier, il y a un lieu de danse et de plaisir pour les hommes seuls. Le Club Paradis. Contrairement à l'histoire de la famille Li, la grand-mère de William Dear n'a jamais pu rejoindre son mari. Le grand-père décède seul à Montréal. Quand le père de William doit payer à son tour une taxe d'entrée, les liens sont à nouveau brisés. My father went back to marry my mother in the early 1920s. So I came back to Canada, worked for another 5 to 10 years, saved up enough money. Then he went back home. That's how I was born. My 4 siblings were born. That was the only time that my father saw my mother, and that was the only time that my father had a normal family life as such. À partir de 1923, une nouvelle loi interdit leur immigration. La communauté qui compte seulement 1600 personnes ne pourra pas grandir. La majorité des Chinois vieillissent, solitaires. Jusqu'en 1947, la loi de l'exclusion les tient en échec. Quand le Canada ouvre à nouveau ses portes, les familles sont réunies, mais les Chinois restent repliés sur eux-mêmes. Le Québec ne les connaît pas. Un Chinois reste dans ma rue, vieux Chinois qui courbe les chines. On ne l'a pas très souvent vu, car tout autour de sa maison, il y a un mur de Chine. Ce Chinois, c'est un Robinson. Ils ont créé leur gagne-pain, des restaurants ou des buanderies, comme l'a fait la famille de William Dear. Après 30 ans de séparation, les parents de William sont finalement réunis. Et maintenant, comment vivre ensemble? Qui ne savent même pas ce que c'est que la Chine. Chinois, tu courbes le dos. Quel est donc ton fardeau? Est-ce l'exil que tu portes sur ton dos? Quand j'ai appris l'histoire de la communauté chinoise au Québec, au Canada, j'étais outrée, j'étais déçue, mais en même temps, j'étais soulagée parce que ça m'a expliqué toutes mes questions concernant mon identité et surtout ma place dans la société québécoise. Ça m'a expliqué pourquoi je ne pouvais pas trouver ma place. Et jusqu'à ce jour, je cherche ma place dans la société. Millénaire et désenchanté, inaccessible et tourmenté, derrière sa muraille. Pourtant, les Chinois de la Maine réussissent à se bâtir un futur. Les enfants des blanchisseurs pourront rêver à d'autres métiers. Professeurs, avocats, médecins.
Sherlock est mort. Attendez, vous en êtes sûr? Il refait surface. Un mot pour me faire savoir que tu étais en vie. 2 ans ont passé et il a continué à vivre sa vie. Sherlock, la série la plus suivie de la BBC. Benedict Cumberbatch et Martin Freeman reprennent du service dans la 3e saison de Sherlock. Londres est en danger, John. J'ai besoin de ton aide. Ravi de vous revoir, monsieur Holmes. Dès le 2 mai, 19h. Bienvenue dans mon monde. Ici Radio-Canada, télé. Ensoleillez votre journée avec un petit matin bien chaud, savoureux, satisfaisant et frais fait quand vous le commandez. Essayez dès maintenant notre nouveau petit matin saucisse à la dinde. En combo avec la nouvelle galette de pommes de terre croustillante, plus généreuse et notre café de première qualité. Rayonnez au déjeuner avec un délicieux combo sandwich petit matin chez Tim. Mon secret pour une peau hydratée d'apparence saine? La lotion hydratante quotidienne Aveeno. Sa formule à base d'avoine Active Naturals crée une réserve d'hydratation durant 24 heures. Aveeno. De beaux résultats naturels. Votre nettoyant laisse-t-il une sensation de sécheresse et de tiraillement sur votre peau sensible? Le nettoyant moussant Ultra Doux Neutrogena. Sa formule protège l'hydratation de la peau à 99% pour un nettoyage si doux que vous en oublierez votre peau sensible. Neutrogena Ultra Doux. J'ai vu quelque chose qui a bougé dans l'eau. Ça fait du bien quand même. Faut que je sois Bienvenue au chalet de Martin. C'est ce qui se passe au chalet, ça reste au chalet. Hein? Trop tard, j'ai mis sur Twitter. Les pêcheurs, maintenant en DVD, sur iTunes et en vidéo sur demande. Comment savourer votre café McCafé préféré autrement? En retrouvant le goût riche et velouté de notre café de torréfaction supérieure servi sur glace, juste comme vous l'aimez. C'est la façon de savourer votre café glacé préféré. Et ça, c'est McCafé. Seulement $1 tout l'été. C'est la méga vente 54e anniversaire dans tous les Bro et Martineau. Et pour fêter ça, venez profiter de nos prix et promos anniversaires. Faites vite! Ce superbe modulaire est à seulement 954 $. Cette cuisinière frigidaire est 554 $. Et cet ensemble 2 places Certa est 554 $. Et avec le plan BM, vous pouvez payer jusqu'à 36 versements sans intérêt et la livraison est flexible et gratuite. Dépêchez-vous d'en profiter. C'est notre façon de vous dire merci. Bro et Martineau, pour le meilleur et pour le prix. Imaginez votre espace, celui qui vous permet de sortir des limites de votre maison. Laissez-vous inspirer par nos plus récentes réalisations. Découvrez la richesse de nos collections offrant une vaste gamme de pierres, dalles et pavés. Utilisez l'outil de recherche sur permacon.ca pour trouver facilement un entrepreneur paysagiste qualifié. Confiez votre projet d'aménagement à un professionnel. Ainsi, vous profiterez agréablement de votre nouvel espace pendant de nombreuses années. Permacon, l'harmonie des espaces. Le boulevard Saint-Laurent recueille de multiples cultures, danse aussi au rythme des arts. Les inventeurs français des vues animées, les Frères Lumière, envoient 2 représentants à Montréal. La première projection de cinéma en Amérique du Nord surprend les yeux des invités, dont le maire et l'archevêque de Montréal. L'étonnante invention est applaudie ici à l'édifice Robillard, sur le boulevard Saint-Laurent. Au nord de ce qui est aujourd'hui René Lévesque, le Canada français inaugure son théâtre, le Monument national. C'est le début d'une grande aventure. La rue Saint-Laurent, ça a toujours été une frontière entre l'Est et l'Ouest. Alors là, le Monument national était l'endroit où s'arrêtait le monde des francophones. Ici, vraiment, c'est un théâtre national populaire qui apparaît. C'est la Société Saint-Jean-Baptiste aussi qui l'avait mis sur pied pour justement qu'une culture nationale éclose. Laurent Olivier David, directeur de la Société, souhaite que le théâtre qu'il a bâti soit un symbole pour la francophonie d'Amérique. Le monument accueille les autres cultures qui embrassent le boulevard. Des comédiens venus de New York charment les Juifs de la Maine avec leurs drames, leurs opéras et leurs clowns. Les Canadiens français assistent à des spectacles venus de France. Ils attendent leur printemps théâtral qui arrive avec Gratien Gélina. Les gens l'ont aimé d'amour.
Fridolin, ça a été l'enfant chéri du Québec. Fridolin, c'est un petit gars des rues qui peut tout faire. Ah, bonjour, M. Apolline. Il a son slingshot, il peut briser une vitre peut-être. La femme d'en haut. Merci, Mme Pocket. Et puis avec sa bande de ruelles, il fait du théâtre. Gratien voulait absolument qu'il y ait une forme de spectacle à laquelle les gens s'identifient et qui se reconnaissent là-dedans, que ça soit leur langue, que ça soit leur humour. Oui, mesdames et messieurs, nous aurons des marguilliers dans toutes les paroisses. Puis aussi qu'il y a une certaine critique face aux politiciens de l'époque. C'était vraiment devenu un succès annuel. On pourrait comparer ça au final de hockey, au bye-bye à la télé. Aussitôt que le rideau descendait et qu'il fallait changer de décor, Fridolin s'amenait devant le rideau et parlait aux gens. Je vais peut-être me rendre jusqu'à Gare Moreau parce que je me suis informé, puis c'est là qu'arrivent les trains de l'Abitibi. Si ma mère arrivera, ça lui fera des valises pesantes à porter de seule. C'était des moments qui ont touché beaucoup les gens parce qu'à travers Fridolin, on sentait une certaine vulnérabilité du Québécois. Et ensuite, 2 ans plus tard, c'est la pièce Ticoc qui est la première pièce vraiment contemporaine du Québec. Je pars avec une fille qui m'aime dans le cœur et un album de famille dans mon sac. Il va être question de la guerre, de la conscription, avec des mères de famille qui ont vu leur fils partir, peut-être ne jamais revenir ou revenir abîmé. La conscience populaire est galvanisée par ces questions-là. Et donc, Ticoc, c'est vraiment la naissance du théâtre québécois. C'est pour ça qu'on dit que Gratien est le père du théâtre québécois. Et ça s'est passé ici, au Monument national. Il faut surtout savoir que les Italiens ont le feu sacré du travail, de réussite, de voir monter quelque chose de tangible. Au début du XXe siècle, une cinquantaine de familles italiennes vivent près du Vieux-Port, dont cette famille qui travaille dans le même commerce, comme cireur de chaussures. Rapidement, les Italiens remontent la Maine. Ils s'installent à côté de la gare du Mile End, où ils entretiennent le chemin de fer qui relie Montréal aux Laurentides. Peu après, ils s'établissent plus au nord du boulevard dans ce qui deviendra la Petite Italie, car sur ces anciennes terres agricoles, la propriété n'est pas chère. Ils ouvrent aussi des restaurants, des magasins où ils offrent leurs produits traditionnels. Quelques blocs à l'est du boulevard Saint-Laurent, les Italiens se réunissent au sein de leur maison, leur casa, le cœur de la communauté. Ce bâtiment, c'est le premier bâtiment non religieux de la communauté italienne au Canada, qui date de 1936 et qui a été un effort collectif d'environ 15 000 personnes pour le bâtir. Les Italiens rénovent la casa pour célébrer leur histoire. Ils venaient ici se marier, prononcer un discours ou s'informer auprès du bureau d'emploi qui les envoyait sur des chantiers de construction. Notre première vague, leurs outils, ils les amenaient dans les valises. Donc, ils ont travaillé sur les infrastructures, sur le canal de la Chine, sur les routes, sur les ponts. Mon père étant constructeur, plusieurs membres de la famille étant constructeurs, ayant grandi dans ce milieu, c'est un héritage extraordinaire. Je suis surtout très excitée de savoir que la Casa d'Italia aura une deuxième vie. Après la Seconde Guerre mondiale, dans le Molise, une région pauvre et isolée, les Italiens se font raconter l'histoire d'un Canada prospère.
des centaines de milliers d'Italiens, principalement des ouvriers, débarquent sur le célèbre quai 21 du port de Halifax. Arrivés à Montréal, ils sèment leurs espoirs sur des terres accueillantes. À partir de mai jusqu'à novembre, ils se dévouaient entièrement à ce potager parce que ça leur permettait de faire des conserves, de bien se nourrir en fait, et ne pas avoir à acheter dans les magasins. L'expérience de faire les tomates, tout pivote autour de ça. Ma tante dit à Nicolette Minicucci, une femme pleine d'énergie qui a 81 ans, elle compte sur ses 120 pots maçons de tomates qui vont lui durer jusqu'à l'automne de l'an prochain. Ça nous donne une opportunité de se réunir. On parle des bons vieux temps, on rit, on s'amuse. Ça me donne la chance de m'enraciner de nouveau. On parle du passé. Je lui pose des questions de mon grand-père, qui était ma grand-mère. Que faisait-il au temps de la guerre, quand ils sont arrivés au Canada? C'est des choses qu'ils ont apportées avec eux et qu'ils nous ont transmis à nous, moi étant première génération canadienne. Bien qu'il y ait eu beaucoup de sacrifices et beaucoup de peine, j'adore entendre leur histoire. En 1931, il y a déjà plus de 20 000 Italiens à Montréal. Ces Italiens de l'avant-guerre parlent français. Ils sont catholiques, il y a des mariages mixtes. Ils tissent des liens avec les gens d'ici. La bourgeoisie canadienne-française et les églises commandent des œuvres aux artistes italiens. Peintres, sculpteurs, décorateurs. Notre commerce a été établi en 1926. Ton grand-père travaillait ici? Mon grand-père, mon père et moi. Et puis ça, c'est la lampe que tu veux voilà, montrer. la Printemps. C'est une pièce de les années 50. Très, très. L'albâtre, pierre translucide travaillée par les plus anciennes civilisations, est l'héritage précieux de Mario de los Barba. Je fais les mêmes travaux moi-même aujourd'hui que mon père faisait dans les années à peu près 70. J'avais fini l'école et j'ai commencé à travailler à temps plein avec mon père. Et avant ça, mon grand-père, je le voyais travailler des pièces en albâtre, tout le temps l'albâtre. Parce que, justement, mon arrière-grand-père avait exporté de la marchandise ici à Montréal, au Canada. Tous les outils que mon grand-père utilisait, qui sont venus d'Italie, je les utilise moi aussi encore aujourd'hui. J'ai une certaine fierté d'être capable de dire je peux transformer une pièce en albâtre aussi bien ou meilleur qu'eux pouvaient le faire. Le village de sa famille au nord de l'Italie se situe non loin des carrières où le marbre blanc extrait avec force par les hommes était prisé par le célèbre Michel-Ange. Ce même marbre sera travaillé par les artistes italiens dans les ateliers montréalais de Vincenzo Carli et Nicola Petrucci. Les artisans sont venus de différentes régions et ils ont créé une communauté à l'image d'où ils venaient, de l'environnement italien. Qui, au Québec, était capable de travailler avec l'albâtre? Qui avait vu de l'albâtre? Personne. C'était un savoir nouveau. Les immigrants ont amené cette connaissance et ça a donné de nouveaux marchés. Ça a changé l'architecture, les décorations. Ça enrichit notre vie montréalaise. Tout près du boulevard Saint-Laurent, un nouveau marché comble l'appétit des Italiens. Les fermiers canadiens-français vont même cultiver leurs produits préférés. Le marché est l'œuvre d'un maire qui passionne la foule. Camille Aoud, il veut incarner les aspirations du peuple canadien-français de Montréal. Il veut montrer que les Canadiens français sont capables de prendre le pouvoir, de gérer la ville. Et c'est lui qui incarne ça à Montréal pendant toute la période des années 30, 40 et 50. Camillien Oud est bien accueilli par les Italiens. C'est lui qui leur fera don d'un terrain de la ville pour construire la Casa. Catholiques et anticommunistes, Camillien et les Italiens se sentent proches du leader qui gouverne l'Italie avec une main de fer, Benito Mussolini. Et donc, ici, à Montréal, il y aura une cohabitation risquée et très coûteuse à terme entre la communauté italienne des années 30 et le fascisme italien.
En 1933, la famille de los Barba reçoit des lettres de l'Italie délivrées par avion. Un fait rare à l'époque. Il y a quelque chose que je veux te montrer. Ça, c'est la tournée d'Italo Balbo en Amérique du Nord. Les lettres sont transportées par une flotte militaire de 24 hydravions. À sa tête, Italo Balbo, considéré comme le dauphin de Mussolini. Dans cette période-là, ça devait être quelque chose d'exceptionnel. Exceptionnel et digne d'une réception triomphale à Longueuil. Les Italiens de Montréal accueillent Balbo en faisant le signe fasciste, les bras droits levés, car le fascisme est légal. La guerre est encore loin. Comme les Canadiens français, les Italiens organisent la vie sociale autour d'une église. De la Maine par la rue Dante qui conduit les croyants à l'église Madonna della Difesa, une église qui abrite un souvenir amer de leur histoire. Au sommet de sa carrière, le célèbre artiste Guido Nincheri reçoit une décoration accordée par le pape. Il est loin d'imaginer qu'une de ses fresques lui vaudra la prison et la honte. Ça a été en 1933. J'étais venu à Montréal pour assister à la bénédiction de la décoration. Georges Nincheri, fils de l'artiste, tient une place particulière dans le projet de son père. Parce que j'ai posé sur l'échafaudage, les enfants de cœur, c'est moi ça. J'avais quoi, 9 ans, 10 ans, pas plus que ça. Puis c'était en hiver, l'église n'était pas très chauffée. Mon Dieu, qu'il faisait froid en haut. En 1929, Mussolini signe un traité reconnaissant le Vatican comme un État souverain. Et il fait du catholicisme la religion officielle de l'Italie. Les dirigeants de l'Église exigent que Nincheri célèbre cette entente. Il doit créer une fresque réunissant le pape Pie XI et le dictateur. Et puis papa, il dit non, ça je le fais pas. Non, c'est pas sa place. Il dit ça serait bon dans un édifice public, mais pas à l'Église. Alors il a arrêté. Menacé de perdre le contrat, Nincheri est obligé de peindre Mussolini. Durant la guerre, le Canada recouvre la fresque avec du tissu. Mais l'art de Nincheri sera toujours préservé, même restauré plus tard, avec des fonds publics. Sur la Maine, l'armée recrute, affichant l'appel en français, anglais et yiddish. La guerre éclate. Le cabinet du premier ministre William Lyon Mackenzie King est sous haute tension. Ayant peur de possibles actes d'espionnage et de sabotage, le gouvernement fédéral proclame la loi sur les mesures de guerre. Moi, j'avais 10 ans et mon frère avait 12 ans. Et on plairait tous les deux. Nous sommes partis de la rue Chabot et Saint-Jacques à pied parce qu'ils disaient qu'on t'a pas arrêté tous nos pères. Ici, comme nous sommes venus ici, c'était vraiment une confusion totale. Il y avait beaucoup de gens qui suivaient, d'autres Italiens, et qui disaient « Je ne comprends pas, ils ont arrêté mon mari. » Ils ont sonné à la porte, ils ont venu chercher mon mari. Et ils demandaient « M. Padula, est-ce qu'il est là? » ou bien « M. Capobianco » ou « M. Esposito ». Ils l'ont ramassé, ces gens-là. On ne savait pas où ils sont partis. Alors, toute la nuit, on n'a pas dormi. Et ça a des mois qu'on a passé des nuits blanches. Même aujourd'hui, il manque l'information. Il y a des familles qui demandent pourquoi c'est arrivé à mon père. Des dizaines de milliers de civils allemands, japonais et italiens sont internés dans une trentaine de camps. À Petawawa, il y a plus de 600 professionnels, dirigeants et artistes italiens, en majorité montréalais. Ils passent les premiers mois dans un isolement total.
Parmi eux, Guido Nincheri, qui avait peint Mussolini 7 ans plus tôt. Dans le camp, il fait le portrait d'un autre détenu, Camillien Oud. Camillien est emprisonné car il s'était prononcé contre l'enregistrement national, précurseur de la conscription. Peu à peu, les militaires en charge du camp comprennent que ces prisonniers ne sont pas dangereux. Certains officiers prennent même la pose pour des artistes italiens. Les soldats qui surveillent le camp préfèrent se faire soigner par les détenus médecins. Plusieurs Italiens prennent d'assaut la cuisine. Mais comment faire un bon spaghetti au milieu d'une forêt canadienne? L'armée leur fournit les armes. Elle permet que leur famille envoie des pâtes et des tomates en conserve. Pour assaisonner le tout, 4 petits orchestres remplissent le camp avec les accords doux de l'Italie. Mais les Italiens habitent dans un drôle de village, sans femmes et sans enfants. Les visites sont limitées à 30 minutes par mois. La solitude frappe Albino de los Barba, le grand-père de Mario. Ici, j'ai une carte que mon grand-père a envoyée en 1942 à son garçon qui était le plus jeune, ce qui veut dire mon oncle est né en 1930, il avait 12 ans. C'est marqué « Prisoner of War Male ». Il a fait un self-portrait de lui-même. Ti contante ricordo nella vita ti offro tuo padre. Voici un cadeau que je t'offre de moi dans la vie. C'était signé par mon grand-père. Ici, j'ai des pièces qui proviennent de Petawawa que mon grand-père a sculpté. Mon père avait envoyé des outils et mon grand-père sculptait dans les eaux. Regarde ici, regarde, c'est intéressant. On voit l'emblème du fascisme dans une petite boucle. C'est ça, oui. Je dirais que c'est une minorité d'Italiens, une très petite minorité dans les Italiens de Montréal qui ont milité formellement pour le Parti fasciste italien. Il y a eu beaucoup d'arrestations injustes. Ça jette un froid terrible. Ça criminalise pratiquement. Ça met au banc de la société toute la communauté italienne de Montréal pour la durée de la guerre et pour plusieurs décennies. Finalement, le Canada ne mène aucun procès contre ces détenus. Les Italiens reçoivent des télégrammes qui les libèrent sans explication. En 1988, le Canada présente ses excuses aux Japonais qui étaient prisonniers dans les camps de la Colombie-Britannique. Les Italiens attendent toujours. On demande la justice et la justice n'a pas été faite. Même à 80 ans aujourd'hui, je rêve à ça puis je pense à ça. Après l'auberge espagnole et les poupées russes, le nouveau film de Cédric Clapiche. Tu fasses quelque chose parce que tu vires con, là. Romain Duris, Audrey Tautou, casse-tête chinois, présentement à l'affiche. Voici le nouveau smoothie mangue ananas de Tim Hortons. Wow, doucement là. Une boisson de même, c'est bien meilleur. Doucement, en douceur. Et avec des fruits comme des mangues, des ananas et du bon yogourt onctueux. Si frais, si délicieux et si crémeux. Smoothie, mon vrai fruit de Tim Hortons, fait avec une portion de fruits et maintenant avec du yogourt. Découvrez dès aujourd'hui la nouvelle saveur mangue ananas. Mon secret pour une peau hydratée d'apparence saine? La lotion hydratante quotidienne Avino. Sa formule à base d'avoine Active Naturals crée une réserve d'hydratation durant 24 heures. Avino. De beaux résultats naturels. Parfois, ça fait aïe-aïe. Mettez fin au aïe-aïe avec la formule Guérivite de Polysporin. Commence à soulager les aïe-aïe au contact. On nous attaque! Avec
la peinture Sico Évolution et sa formule durabilité unique, vos murs sont protégés comme jamais. Mettez le pouvoir des polymères de votre côté avec la formule durabilité de Sico Évolution. Sico. Un cheval! Mon royaume pour un cheval! Un cheval, mon royaume pour un cheval. Définitivement, Richard III, c'est un être de passion. Tu peux me dire ce que la fille en bas fait ici? Il me semble que c'est elle qui joue Anne Frank. Oh! Catherine Fro va être avec nous pour les beaux jours. Quand il va faire chaud? Non, dans Oh les beaux jours de Beckett. Et nous? Nous? C'est comprendre l'importance d'être constant. Abonnez-vous à la saison 2014-2015 du TNM. Plus de raison de repousser l'aménagement de votre cour arrière. Avec les modules préassemblés de l'Écuyer, construire soi-même sa terrasse en bois devient accessible à tous. Les modules sont faits de pin traité de qualité supérieure que vous ne trouverez pas dans les grandes surfaces. Choisissez parmi des milliers de combinaisons possibles et nos conseillers vous aideront à réaliser gratuitement votre plan personnalisé. Les patios préassemblés, un concept unique au Québec. Profitez de vos étés grâce à l'Écuyer. Le Sénat canadien restera tel quel, en tout cas pour l'instant. Après un revers de la Cour suprême, le gouvernement Harper semble abandonner l'idée d'entreprendre sa réforme. Il a tenté de tuer 2 policiers. Après 20 ans de prison, Claude Forget est un homme libre qui veut demander pardon à ses victimes. Pour l'une d'elles, cette libération suscite crainte et résignation. Les Montréalais pourront fêter jusqu'aux petites heures du matin cet été. Le maire de Nicodère lance un projet pilote qui permettra à certains bars de rester ouverts jusqu'à 5h30 du matin. À plus tard au Téléjournal. Certains gestes ont été posés qui étaient racistes, qui étaient hostiles à des communautés. Si ce n'est pas dit, on ne peut pas faire l'histoire du Canada au complet. C'est probablement ce petit balcon-là. Les traces de l'histoire nous entourent. Tu vois, la maison est un peu plus avancée. Il y a le balcon. Regarde la dimension. Regarde, c'est pas très haut. En plongeant dans une mémoire oubliée, l'ancienne vocation de ce bâtiment refait surface. Sur l'uniforme de ces hommes, la croix gammée d'Adolf Hitler, la croix gammée d'Adrien Arcan. Arcan, c'est un tribun qui veut s'imposer par sa parole, en s'habillant comme un nazi, en paradant dans les rues, en réunissant des foules, en hurlant sur une estrade. Journaliste, Arcan installe sur la Main les bureaux de son hebdomadaire, Le Goglu. Pour Arcan, le Juif est le responsable de la Grande Dépression des années 30, car il contrôle la haute finance du monde entier. Le journal présente le commerçant juif de la Main comme un tricheur qui pose un doigt sur la balance. Fondamentalement, ce qu'il dit, c'est que les Juifs, c'est l'altérité radicale. C'est les gens qui seront jamais comme nous. C'est des non-Canadiens français. C'est des gens inassimilables. C'est basé sur absolument aucune donnée fiable. C'est purement une perception. C'est purement un discours populiste. Son discours n'est pas une exception. Des groupes pro-nazis émergent dans le reste du Canada, aux États-Unis, en Angleterre, au Brésil. Mais le parti d'Adrien Arcan, c'est pas un mouvement qui produit des dommages considérables. C'est pas un mouvement qui réunit des forces décisives de la société canadienne-française. L'extrémisme d'Arcan est condamné par l'Église. Mais le clergé encourage les fidèles à garder leur distance avec les Juifs. Un enfant chrétien ne doit pas inviter son voisin juif chez lui. Et les mariages mixtes sont mal vus. Le journal Le Devoir, à l'époque, est étroitement lié à l'Église. Le Devoir ne tient pas de propos antisémites, mais un éditorial typique de son temps affirme que le Canada ne doit pas recevoir les Juifs de l'Allemagne nazie. Quelque compassion que l'on ait ici envers les Juifs d'Allemagne, dépouillés, brutalisés, ce n'est pas là une valable raison d'imposer en pays neuf ce problème. Nous avons de nos problèmes tant qu'il faut, à commencer par notre problème juif. Près du boulevard Saint-Laurent, il reste une seule synagogue.
Elle garde entre ses murs les souvenirs de ses fidèles. C'était une synagogue pour les gens d'origine modeste. La plupart sont des Juifs d'Europe de l'Est. Ils ont entendu parler d'Hitler, des emprisonnements, des persécutions. Et c'était leur univers, c'était leur monde, leurs proches, leur intimité qui était attaquée. C'est comme si le pays d'où venait avait été rayé de la carte. C'était extrêmement difficile d'avoir des contacts et de faire sortir des gens. Il y a seulement quelques milliers de Juifs qui ont pu être admis au Canada pendant toute la guerre. Le Canada reçoit des demandes constantes des Juifs canadiens pour accueillir plus de 5000 enfants juifs abandonnés qui attendent en France. Mais le Canada impose des conditions strictes d'admission qui paralysent leur sauvetage. Ils périront tous dans les camps nazis. Aucun d'entre eux n'arrivera sur la Maine. Ce n'est qu'en 1944, alors que la guerre est presque terminée, que le Canada organise enfin 3 opérations pour sauver des réfugiés en attente au Portugal. Lors du premier voyage, la famille Margolis est à bord. Ma famille, moi, on a eu de la chance. On était chanceux, c'est tout. Je vis encore dans ça parce que ça fait partie de mon passé. En pleine guerre, la mère de John Margolis, juive allemande, vit en France avec son mari, juif polonais. Le père de John s'engage dans la Légion étrangère. Il combat et survit. Plus tard à Toulouse, il travaille avec la résistance quand l'extermination des Juifs débute. Les collègues de mon père, ils ont averti qu'ils allaient venir nous chercher le lendemain matin. La famille Margolis décide de s'enfuir et de traverser les montagnes des Pyrénées vers l'Espagne. Et mon frère, qui avait à l'époque 7 ans, j'avais 6 semaines, il m'a porté sur son dos les 3 nuits pour arriver à la frontière. Son père est arrêté. Présumé espion, il est torturé. Mais les tortionnaires le libèrent. Une organisation juive amène la famille au Portugal. Elle embarque sur le Serpa Pinto. En tout, 280 réfugiés, en majorité juifs, arrivent à Philadelphie. Ils ont filmé ça parce que l'histoire des réfugiés juifs qui arrivent quelque part vivants, c'était très, très rare. Une histoire si rare qu'à Montréal, elle fait la une du journal. On arrive ici dans un pays libre, il y a à manger, il n'y a pas de police qui nous achale. Pour mes parents, c'était incroyable. La première place où on a vécu, c'était sur la rue Saint-Dominique. C'est la première rue à l'est de Saint-Laurent. Jeune homme, John Margolis retourne en Europe et décide de vivre en Allemagne pour comprendre le passé. Il tombe en amour avec Heike, une Allemande non juive. En 1977, John revient avec la femme de sa vie à Montréal, ville transformée par l'immigration d'après-guerre, ville ouverte à la différence. On laisse vivre ici. Il manque jamais le respect. Les Chinois de la Maine se découvrent un sentiment d'appartenance, car beaucoup d'entre eux se sont battus pour le Canada durant la Seconde Guerre mondiale. Ils appuyaient les Alliés car ils livraient bataille contre le Japon, envahisseur de la Chine. Fière, la communauté se rassemble pour commémorer la victoire. Le quartier chinois de Montréal, déjà petit comparé à celui de Toronto, devra céder presque le tiers de son territoire. La communauté assiste avec stupeur à la démolition de dizaines de commerces, d'églises, de logements. L'objectif, y construire un immense bâtiment de bureaux.
Face à ce projet qui défigure leur village, les Chinois se battent. Ils réalisent la puissance de leur voix. Ils sont écoutés. Les édifices seront plus bas, on ajoute une partie résidentielle. Quand le complexe est inauguré, le maire Jean Drapeau se réjouit, car il appuie tout ce qui est neuf et moderne. Bien qu'il y ait eu de fortes tensions entre Drapeau et les Chinois de Montréal, c'est lui qui va jumeler Montréal à Shanghai. Ces nouveaux liens permettent à Pierre Bourque, directeur du Jardin botanique de Montréal, d'aller à Shanghai chercher l'expertise pour créer le jardin chinois. La Chine fascine. Il n'y a aucune autre culture aussi puissante, aussi forte, qui équivale au fond de notre culture occidentale. Et autour de l'hôtel de ville, il y avait ce quartier chinois qui habitait depuis 100 ans. Il y avait un décalage, au fond, entre cette population chinoise très peu connue, marginalisée, et la Chine qui commence depuis 20 ans à prendre sa place à l'échelle internationale. Devenu maire de Montréal, Pierre Bourque fait appel à des artisans de Shanghai pour construire 2 immenses arches sur la Main. C'est un hommage. Ils sont fiers parce que dans cette ville de Montréal, ils ont un endroit qui leur appartient. Et cette civilisation, on l'a honorée. Et ça, je pense que c'est un acquis pour Montréal. Cette reconnaissance se traduit aussi par une prise de conscience, même un siècle plus tard. Nous présentons des excuses complètes aux Canadiennes et aux Canadiens d'origine chinoise pour la taxe d'entrée. Et nous sommes profondément désolés de l'exclusion des immigrants qui a suivi. What it means for me is that the Canadian government has recognized our history. The Canadian government has recognized the contributions of Chinese Canadians, because by denying us redress, essentially the government denied our history here, denied the fact that we were discriminated against, denied the fact that we made contributions, we stayed here, we survived, and we contributed to Canadian history. Le boulevard Saint-Laurent est comme une rivière qui porte les immigrants secoués par le torrent de l'histoire. Ils voguent dans le courant, puis sont emportés vers d'autres rivages. Les Juifs ont été les premiers à partir vers Côte-des-Neiges et Hampstead. Ensuite, les Chinois se sont installés sur la rive sud. Les Italiens vont vivre à Saint-Léonard. Et aujourd'hui, ce qui reste, c'est la mémoire. La Main continue d'être un espace clé pour Montréal. Il y a toute une mémoire historique de ce que la Main a apporté à la vie culturelle québécoise sur un siècle qui est à réhabiliter, à redécouvrir. Le projet, il y a toujours le potentiel de te vaincre. C'est peut-être pas parfait, mais c'est fait. J'espère qu'en bout de ligne, le monde va apprécier. Le boulevard, il y a autant d'histoires qu'il y a de personnes qui ont marché dessus, tu sais. Voilà, c'était Zone Doc. Il nous reste à vous dire à la prochaine. Dans un instant, toutes vos nouvelles au Téléjournal.
split screen eyes of yours and that split screen hair. Oh, Shannon, I bet you smell like peach blossoms. Fortunately, I'll never know because there'll always be this divide between us, but I need your split screen love right now. Let's Eskimo kiss. Let's butterfly kiss.